Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Vincent Van Leeuwen. Bonjour. Vous êtes premier échevin à Schaerbeek, en charge notamment des travaux publics, du développement durable, de l'énergie. Vous êtes membre d'Ecolo et en plus d'être échevin à Schaerbeek, vous êtes également administrateur de Vivaqua. Et vous avez le sentiment aujourd'hui que Vivaqua sort de son rôle? Oui, c'est assez inquiétant parce que disposer d'une eau de qualité et bon marché pour les Bruxellois, tout le monde sait que c'est important. Et aujourd'hui, il se passe des choses qui, à mon avis, sont inacceptables, voire illégales au sein de l'entreprise. Illégal? Selon moi, c'est illégal, oui. C'est un terme assez fort, hein? Oui, c'est assez fort. Qu'est-ce qui se passe? L'ordonnance, la loi qui encadre le secteur de l'eau à Bruxelles est très claire. Il y a d'abord Hydrobru qui vend l'eau aux Bruxellois, et puis il y a Vivaqua qui, elle, pompe l'eau en Wallonie pour l'amener vers Bruxelles, mais est aussi l'entrepreneur d'Hydrobru pour réaliser ces travaux d'infrastructure. Donc Vivaqua, c'est le producteur, et Hydrobru, c'est la gestion et la distribution, pour faire clair. Et Vivaqua est aussi l'entrepreneur d'Hydrobru pour entretenir tout son réseau et faire ses bassins d'orage. Et donc ce que vous dites aujourd'hui, c'est que les rôles ne sont pas clairs et que Vivaqua fait des choses qui relèvent d'Hydrobru, c'est ça? Hydrobru a demandé à Vivaqua de réaliser un bassin d'orage et Hydrobru, très vite après, a dit « Attention, on n'a plus les moyens, nous allons suspendre ces réalisations ». Et Vivaqua dit, en conseil d'administration, « C'est pas grave, on va prendre ça à notre charge ». C'est un peu comme si vous, M. Grosfilet, vous demandiez un devis à votre entrepreneur pour construire votre maison. Il vous rend le devis et vous lui dites « C'est un peu trop cher pour moi, j'attends un peu ». Et votre entrepreneur vous dit tout de suite après « C'est pas grave, je vais le faire moi-même, on s'arrangera plus tard pour le paiement ». Vous voyez bien que l'entrepreneur se met là dans une position qui est tout à fait intenable. Alors c'est un article que vous détaillez dans Le Soir ce matin, vous avez accordé une interview au journal Le Soir. Vous avez employé le terme « illégal ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conseil d'administration de Vivaqua ne fonctionne pas comme il devrait? C'est illégal parce que la loi, l'ordonnance cadre eau, définit très bien le rôle de chacun et ce n'est pas le rôle de Vivaqua. Mais Vincent Van Leeuwen, tout le monde sait qu'il y a un projet de faire fusionner Hydrobru, Vivaqua, qu'il y a du mariage dans l'air. Finalement, que ce soit le marié ou la mariée qui avance un petit peu d'argent au ménage, ça se fait aussi dans un couple. Eh bien, ça se fait. En tout cas, moi, je suis soucieux d'avoir un bassin d'orage à Uccle. Mais vous ne demandez pas qu'on arrête les travaux et qu'on suspende ce bassin d'orage? Le meilleur moyen d'avoir un bassin d'orage à Uccle, c'est de le faire dans la légalité. Pour le moment, Hydrobru est en charge des bassins d'orage et pas Vivaqua. Et donc, moi, je représente ici, M. Grosfilet, je représente les Schaerbeckois, le conseil communal et son collège. Nous sommes actionnaires de Vivaqua. Et c'est pour moi quelque chose, sans assurance financière ni sans assurance légale, c'est quelque chose d'extrêmement hasardeux. Donc c'est 30 millions d'euros, c'est ça à peu près? 30 millions d'euros, donc c'est une somme considérable quand on sait que l'avenir de Vivaqua est un avenir relativement incertain parce que son avenir commercial et industriel est remis en cause à beaucoup d'endroits. Ouais. Donc Vivaqua, conseil d'administration, il y a combien d'administrateurs? Une grosse quinzaine. Ouais. Moi j'ai noté 26. Oui, c'est possible. Ouais. Donc il y a eu combien de votes contre? Il y a eu 5 votes contre et 2 abstentions, me semble-t-il. Donc sur 26, ça veut dire que vous n'avez pas pesé lourd? Non, je n'ai pas pesé lourd. Le MR et le PS ont largement la majorité. C'est le MR et le PS? Le MR et le PS ont soutenu comme un seul homme cette Donc le président de Vivaqua, c'est Yvan Mayer, bourgmestre de Bruxelles. Le vice-président, c'est un membre du mouvement réformateur. Monsieur Berwat. Ouais, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire qu'il y a une alliance violette autour de l'eau et que vous en faites une querelle politique? Non, je n'en fais pas une querelle politique. Je n'en fais pas du tout une querelle politique. Ici, ce n'est pas l'Ecolo qui parle pour lancer une querelle politique. C'est vraiment le Schaerbeckois. C'est vraiment l'administrateur qui représente les intérêts de la commune et du conseil communal, mandaté par le conseil communal. Mais la plupart des communes bruxelloises sont représentées à Vivaqua. Oui. Donc vous auriez pu être plus nombreux que 5 à voter contre. C'était vraiment illégal. Je n'ai pas pu non plus contre les intérêts des autres communes. Je l'aurais espéré. Je n'ai pas pu non plus essayer de construire des alliances et alerter parce que ce qui s'est passé en conseil d'administration, il y avait un point sur bassin d'orage. Et les annexes de ce point, il était simplement dit un point vous sera exposé en séance. À mon grand étonnement, en pleine séance, on nous a dit ben voilà, Vivaqua va le faire à la place d'Hydrobru, on n'a pas les financements, on verra plus tard. Monsieur Mayer a d'ailleurs dit qu'il était d'accord que j'avais raison formellement, mais que j'avais soi-disant politiquement tort. Mais moi, au nom des intérêts schaerbeckois que je représente, les intérêts de ma commune, je ne pouvais pas m'aventurer dans tel projet. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce qui va se passer, c'est que Vivaqua va commander le bassin d'orage auprès d'une société privée. Et il suffit maintenant que n'importe qui, une commune, un riverain ou une entreprise qui n'a pas été retenue pour faire ce bassin d'orage dépose un recours au Conseil d'État ou devant d'autres tribunaux, il est évident qu'elle obtiendra gain de cause. Ouais, vous n'êtes pas en train d'appeler les concurrents malheureux à déposer ce recours? Mais non, pas du tout. Ouais. Moi, j'appelle juste à ce qu'on revienne à la légalité des choses et à ce qu'on fasse les choses objectivement et Pourquoi est-ce que sereinement. vous n'attaquez pas la décision, puisque vous êtes administrateur? Je vais poser la question à mon collège, parce qu'attaquer une décision, c'est une décision qui peut être faite par l'actionnaire, c'est-à-dire la commune de Schaerbeek. Je vais poser la question au prochain collège.
Ouais. Ça va un peu tendre les relations entre vous et Yvan Mayer, voire entre le PS et Écolo? Mais je n'en fais pas une chose politicienne, c'est de nouveau une histoire de responsabilité politique. Moi, je suis administrateur à titre personnel, j'en suis responsable. On a bien assez vu par le passé des choses qui se faisaient dans les intercommunales qui n'étaient pas dans les règles. On a bien assez reproché aux administrateurs de ne pas avoir tiré la sonnette d'alarme. Je trouve que je la tire maintenant et c'est important. Alors, un mur à Moucron, vous en avez sûrement entendu parler, on en parle beaucoup dans l'actualité ce matin. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir à Scarbeck? Sûrement pas. Sûrement pas. Donc écoutez, là, le premier échevin est catégorique. Ah non, ça, c'est catégorique. Ouais. Vous imaginez qu'un an après avoir fêté les 25 ans de la chute du mur de Berlin et quand tout le monde s'insurge des murs qui se construisent en Israël et en Palestine, construire un mur maintenant entre la Belgique et l'Europe, c'est quelque chose de totalement indigne et d'inacceptable pour moi. Ouais. Il n'y a pas de mur à Scarbeck, mais il n'y a pas non plus d'aire d'accueil pour les gens du voyage. Est-ce que ce n'est pas une anomalie? On a un territoire extrêmement dense, sans plus aucun terrain vague, et donc il n'y a pas de possibilité légale. C'est une obligation légale, que toutes les communes puissent accueillir des gens du voyage si ça se présente un jour. Oui, mais sinon, si on n'a pas de terrain pour les accueillir, ce n'est pas possible. Ceci dit, la commune de Scarbeck, de par le passé, a déjà traité la problématique avec beaucoup d'humanisme, puisque nous avions, avec le foyer scarbeckois, avec la présidente Dominique Decoux du CPS, nous avions trouvé des solutions temporaires pour des Roms qui étaient sans domicile et en déshérence dans des situation sanitaire insupportable qui était à la gare du Nord. Nous avions trouvé des solutions temporaires. Mais la responsabilité de ça, les communes sont sont un peu démunies pour le faire. La responsabilité, c'est fait d'asile. La responsabilité, c'est l'État fédéral. Ouais, c'est eux qui doivent se charger de l'accueil des demandeurs d'asile. Quand on parle des gens du voyage, il y a eu le cas, je pense que c'était en 2008, il y a eu une centaine de gens du voyage qui s'étaient installés dans l'ancienne gare Josaph à Scarbeck. Finalement, ils sont partis d'eux-mêmes. La situation sanitaire n'était pas exceptionnelle. Si ça se représentait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'on doit les mettre dehors avec la police pour faire respecter la propriété privée, la propreté des lieux, la sécurité, la tranquillité des riverains ou voilà, est-ce qu'on doit les accueillir parce que c'est une obligation de pouvoir accueillir des gens qui ont un mode de vie différent? Il faut d'abord mettre chacun des pouvoirs publics devant leurs responsabilités. Là, c'est la commune ou c'est la région? Du fédéral. D'abord le fédéral. On est aussi ici dans une absurdité de fait d'asile qui ne veut pas accorder. Donc là, vous faites référence aux Slovaques de la porte d'Anderlecht qui ont été expulsés. Et donc, fait d'asile dit je ne peux pas donner, je ne peux pas accepter l'asile parce que ces personnes viennent de l'Union européenne et qu'en Union européenne, ils ne pourraient pas avoir. On ne peut pas le faire pour des gens qui viennent de l'Union européenne. On voit bien là l'absurdité de cette espèce de politique totalement conservatrice de l'État fédéral en la question. Et si ça arrivait à Scarbeck, mettre les pouvoirs publics devant les responsabilités, et deux, le traiter avec les moyens disponibles, avec le plus grand humanisme. Alors, vous êtes échevin de l'énergie. La commune consomme moins d'énergie qu'avant? Beaucoup moins, beaucoup moins. Il y a maintenant plusieurs années que nous avons fait un grand plan climat. Ce plan climat parce qu'on a voulu prendre part à la lutte contre le réchauffement climatique, mais on a aussi voulu par ce fait faire de grandes économies financières, parce que l'un est lié à l'autre. Et nous avons mis tout un tas d'investissements, investissements d'isolation dans les bâtiments publics, mais aussi mieux contrôler au jour le jour, minute après minute, notre consommation. Donc ça, c'est un investissement. Vous avez mis 250 000 € dans des compteurs Enerclix, c'est les compteurs dont vous nous parlez, qui retransmettent en fait l'information en temps réel pour savoir si ce qu'on consomme. Par exemple, si on a oublié de fermer le radiateur alors qu'on aurait dû le faire. Ça valait les 250 000 €? Vous allez les récupérer? Parce que c'est un investissement qui peut s'amortir sur 10 ans et vraisemblablement qui seront rentables après 2 ans. Vous avez un fonctionnaire climat, Scarbeck, ça sert à quoi? Ça sert à, c'est la personne qui coordonne l'ensemble des politiques de maîtrise énergétique de la commune. Il était auparavant financé par le Fonds politique des grandes villes. Le fédéral a décidé de couper les robinets et de ne plus donner ces subsides. Nous l'avons pris sur fonds propres il y a maintenant quelques semaines et j'en suis très heureux. Et vous avez des engagements jusqu'en 2021? 2020, oui. 2020. Alors, au fédéral, la semaine dernière, il y a eu un débat agité sur la prolongation du nucléaire. Est-ce que les écolos, dont vous faites partie, ont perdu la partie? On a perdu. Oui, temporairement, mais on y reviendra, c'est une certitude, parce que cette décision qui est... Au lieu de démanteler les centrales, on est en train de démanteler la loi, donc on avait une loi pour sortir entre 2015 et 2025, vous y croyez encore? Je l'espère, et les écolos feront tout pour revenir sur cette décision qui est dangereuse, prolonger les 2 vieilles centrales, c'est dangereux, c'est coûteux, et ça empêche tout développement des énergies renouvelables futures. Alors, j'ai une question Twitter pour vous qui est posée par Benjamin Devos. Alors, Benjamin Devos, il est membre du PTB, si je ne me trompe pas. Alors, il vous demande si, suite à une pétition et une mobilisation citoyenne, on ne pourrait pas faire une majorité alternative entre Écolo, le CDH, le PS
et le PTB sur la question du TTIP, donc c'est le traité transatlantique, les négociations commerciales avec les États-Unis. Vous lui répondez quoi ? Moi, je lui réponds qu'il y a une interpellation citoyenne acceptée par le collège sur le TTIP. C'était le 29 avril. C'était le 29 avril. Il y a eu un peu de tirage, on a cru qu'elle n'allait pas être acceptée, elle a été à l'ordre du jour, puis retirée, puis remis à l'ordre du jour. Voilà. Il y a eu un peu de différence dans la majorité là-dessus. Mais oui, mais tout le monde sait la position très claire des écologistes en opposition à ce TTIP. On ne va pas se cacher, M. Grosfilet. Voilà, écolo ne pense pas de la même manière que Bernard Clairfaillit. Ça veut dire que vous avez forcé la main du bourgmestre sur ce dossier-là? On n'a pas forcé la main du bourgmestre. Dans un premier temps, on a considéré que ce n'était pas de compétence communale comme on ne devait pas le ratifier. Dans un second temps, on a considéré que c'était d'intérêt communal, c'est un peu joué sur les mots, mais parce que ça va avoir des incidences sur la vie communale. Il y a donc une divergence sous le fond entre certains membres de la majorité, mais ce n'est pas grave, ça ne remet pas en péril le fonctionnement de cette majorité. Une différence sur le fond sur un traité international, ce n'est pas grave. Maintenant, libre à n'importe quel conseiller communal à déposer une motion. Voilà. Et donc il y aura une motion de déposer, il y aura un vote à un moment? Ben, j'imagine. Ouais. Et ça sert à quoi? Allez, honnêtement, c'est pas parce que Scarbeck aura voté une motion que ça va empêcher la Commission européenne de continuer à négocier? Alors, je ne suis pas sûr que Barack Obama et la Commission européenne attendent de savoir comment la commune de Scarbeck se positionne. Il n'empêche que s'il y a un mouvement général de tout un tas de communes en Belgique et en Europe qui se déclarent hors TTIP, ça ne peut être à influence positive. On n'est pas dans le registre du symbolique. C'est du symbolique, puisqu'on n'a pas des compétences directes, mais la symbolique en politique est importante. Je vous pose une dernière question rapidement qui va intéresser les Scarbeckois. Il y a plusieurs sites pour les services communaux. Vous avez présenté un plan Tetris qui ferait passer de, si je ne me trompe pas, de 5 sites à 2 sites principaux. Voilà. On garderait donc l'hôtel de ville, que tout le monde connaît, et puis un centre technique rue Rodenbach. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut sacrifier les autres? Il faut sacrifier les autres parce que sur toutes les fonctions, sur tous les sites qui sont de compétences, qui ont vocation à être centralisés, par rationalité, par souci d'économie d'énergie, d'économie financière, on va rassembler tous les services aux citoyens à la maison communale et tous les services techniques et administratifs dans un seul bâtiment près de la gare de Scarbeck. C'est des économies d'énergie et des économies financières. C'est pour faire mieux fonctionner l'administration. Qu'est-ce qu'on fait les autres bâtiments? Le collège n'en a pas encore décidé. Il y a une partie des bâtiments où on devra soit les vendre, soit y produire du logement moyen avec la SDRB par exemple. Et il y en a une autre, par exemple, sur le site Vanost, là où il y avait la carrosserie et d'autres services techniques de la commune, où on va construire une école flamande, une école néerlandophone, une école francophone et une salle de sport. Merci Vincent Van Allowen d'avoir été l'invité de l'interview. On se retrouve demain pour un autre interview politique.